Bien. Donc, si je reprends cette partie court, je vois pas pourquoi ça apparaît, mais c'est pas grave. Donc, si on a U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y', dans un repère orthonormé OIJ, le produit scalaire de I par J, de U par V, pardon, U scalaire V, c'est égal donc à x fois x' plus y fois y'. Donc, on multiplie les deux abscisses, on multiplie les deux ordonnées, on en fait la somme. Donc, évidemment, ici, si j'applique directement mon calcul du produit scalaire, U scalaire V, donc il y a deux manières de faire, soit pour apprendre la formule, vous écrivez la formule, mais ici, vous écrivez pas xx' plus y', mais vous écrivez xu fois xv, qui veut dire l'abscisse du vecteur u fois l'abscisse du vecteur v, plus l'ordonnée du vecteur u fois l'ordonnée du vecteur v. D'accord? Bon, vous avez sûrement pas souvent écrit cette étape-là. Donc là, c'est moins racine de 2 multiplié par racine carrée de 3, plus une fois racine carrée de 6. On obtient moins racine carrée de 6 d'après les propriétés des racines carrées. Hein. Racine de 2 fois racine de 3, c'est égal à racine carrée de 2 fois 3, donc c'est-à-dire racine de 6. Et ici, plus racine de 6. Évidemment, ce produit scalaire est égal à 0. Ok, hein, vous intervenez si besoin, si vous avez des questions à poser. Ensuite, on continue avec l'exercice numéro 40. Non, pardon, je crois que j'en oublie un. Exercice numéro 30. Non, oui, c'est ça. J'avais pas oublié un exercice. Ah, pardon, excusez-moi. Je suis passé au 39. Il y avait le 38 aussi qui était à faire. Le 38 petit 2. Donc, de la même manière, calculons le produit scalaire U scalaire V. C'est égal à 2 tiers multiplié par 9, plus 5, multiplié par moins 3. Donc, ça va nous donner du 2 tiers fois 9, alors soit vous simplifiez tout de suite, soit vous écrivez que c'est 18 tiers qui sera égal à 6, et puis moins 15. Donc ça nous donne 6 moins 15. On obtient donc moins 9 comme produit scalaire, comme résultat. Voilà, c'était pas dur les deux premiers, c'était juste appliquer la formule. Alors maintenant, on nous demande de calculer les produits scalaires. Cette fois, on a des coordonnées de points. Donc on avait fait un exemple dans le cours comme ça. Hein, AB scalaire AC. Donc quand je le rédige, je vais dire c'est l'abscisse du vecteur AB multiplié par l'abscisse du vecteur AC, plus l'ordonnée du vecteur AB multiplié par l'ordonnée du vecteur AC. L'abscisse du vecteur AB, vous vous rappelez, la formule c'est l'abscisse de, ça se calcule comme étant l'abscisse de B moins l'abscisse de A, fois XC moins XA. Pareil pour les ordonnées, donc l'ordonnée du vecteur AB c'est l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, fois l'ordonnée de C moins l'ordonnée de A. On n'a plus qu'à remplacer, donc hein, sans se tromper, on sait que ça c'est XA, YA. Ok, ça vaut le coup de les écrire quand vous n'êtes pas très à l'aise, pour ne pas se tromper. Donc XB moins XA, ça nous donne donc du 3 moins moins 1. XC moins XA, c'est donc 7 moins moins 1. J'aurais pu écrire 7 plus 1, hein, là j'ai pas effectué le calcul. Plus YB moins YA, ça donne 5 moins 2. YC moins YA, c'est moins 6, moins 2. On obtient finalement 3 moins moins 1, c'est égal à 3 plus 1, qui est égal à 4. 7 moins moins 1, c'est égal à 7 plus 1, 8. 5 moins 2, 3. Moins 6, moins 2, moins 8. 8 fois 4, 32. Moins 3 fois 8, 24. Et ça, c'est donc égal à 8. Donc voilà le produit scalaire pour le petit 1, AB scalaire AC. Alors, il y a quelques étapes de calcul, évidemment, mais c'est surtout appliquer la formule.
Maintenant, calculons donc petit 2, AB scalaire BC. Alors, AB scalaire BC, de la même manière, c'est l'abscisse du vecteur AB fois l'abscisse du vecteur BC, plus l'ordonnée du vecteur AB, fois l'ordonnée du vecteur BC. Ça nous donne donc l'abscisse de B moins l'abscisse de A, fois l'abscisse de C moins l'abscisse de B, plus l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, facteur de l'ordonnée de C moins l'ordonnée de B. On remplace, donc xb moins xa, ça fait 3 moins 1. xc moins xb, alors xc moins xb, ça donne 7 moins 3. YB moins YA, on l'avait encore ici, donc 5 moins 2. Et YC moins YB, c'est moins 6, moins 5. On trouve donc 4 fois 4, plus 3 fois moins 11, ce qui nous donne du 16, moins 33. Et donc 16 moins 33, c'est égal à moins 17. Voilà pour notre deuxième produit scalaire à calculer. Alors c'est assez répétitif, hein, vous me dites, vous vérifiez que vous avez bien trouvé la même chose, et puis vous intervenez si jamais vous n'avez pas trouvé la même chose et que vous ne comprenez pas pourquoi. Alors attendez, voilà. Donc allons-y pour le petit 3, donc CB scalaire CA. CB scalaire CA. Donc, c'est l'abscisse. Alors là, je vais passer directement à la ligne d'en dessous. Donc, c'est l'abscisse de B moins l'abscisse de C. Facteur de l'abscisse de A moins l'abscisse de C. Plus l'ordonnée de B moins l'ordonnée de C. Facteur de l'ordonnée de C. L'ordonnée de A, pardon. Moins l'ordonnée de C. Ok. XB moins XC. XB moins XC, c'est égal à 3 moins 7. Je l'ai ici. XA moins XC. Alors, XA moins XC, c'est moins 1 moins 7. YB moins YC, c'est 5 moins 6. Et YA moins YC, c'est 2 moins 6. Égal à 2 moins 6. Bien, au final, ça nous donne moins 4 multiplié par moins 8, plus 11 multiplié par 8. Ce qui nous donne 32 plus 88. Et cela fait 120. Donc voilà notre produit scalaire, notre dernier produit scalaire de cet exercice. Bon, c'est assez répétitif, hein, mais voilà, on a les 3 produits scalaires à calculer dans cet exercice 40. Ça va? Pas de problème jusqu'ici? Ok, pour les autres, c'est bon? Hein, bon, voilà, ça. Très bien. Bon, voilà, ça c'est donc hein, vraiment il faut maîtriser ces calculs parce qu'on en a besoin après pour des problèmes un peu plus géométriques. Alors on change un peu de type d'exercice, donc vous aviez le 44 à faire, il fallait dire si les vecteurs étaient orthogonaux ou non, sachant qu'on connaissait leurs coordonnées. Donc rappelez-vous, il y a un théorème très important, une propriété très importante, qui est que des vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est égal à 0. C'est ça notre théorème sur lequel on s'appuie pour faire ces exercices. Autrement dit, il suffit de calculer les produits scalaires. Si ça donne 0, les vecteurs sont orthogonaux. Si ça donne pas 0, les vecteurs ne sont pas orthogonaux.
Donc pour le petit 1, du scalaire V, on effectue le calcul, donc c'est 1, là je vais plus rédiger, je vais directement passer au calcul. Donc c'est 1 demi fois 1 quart, plus moins 3 quarts, fois moins 1 sixième. Ça donne moins 1 huitième, et ensuite moins par moins, plus, et ça donne du 3 24e, et 3 24e, c'est égal à, on peut diviser par 3, donc 1 huitième, et donc ça donne 2 huitièmes, c'est-à-dire 1 quart, ces différents zéros, et donc les vecteurs ne sont pas orthogonaux. D'accord? Bien, j'effectue les calculs un peu vite, mais si voilà, si vous avez besoin d'explications supplémentaires, vous me demandez. Le deuxième cas, donc on a moins racine carrée de 3 fois 1, l'abscisse de V, plus moins 1 fois moins racine carrée de 3. Ce qui nous donne racine carrée de 3 ici, et le deuxième produit nous donne plus racine carrée de 3. Donc moins racine de 3 plus racine de 3, c'est égal à 0. Conclusion, les vecteurs sont orthogonaux. C'est très, imaginez que quand même les vecteurs orthogonaux, ça va nous permettre quand même de dire que des droites sont perpendiculaires. Donc c'est un outil très rapide quand on a besoin en géométrie de prouver qu'il y a des droites perpendiculaires, or qui est une des, on va dire un des savoir-faire importants en géométrie, démontrer de la perpendicularité de droite. C'est un problème qui peut intervenir souvent. Alors, c'est une bonne question, ça, Arthur. La différence entre orthogonale et perpendiculaire. Au collège, il y a peu de différence, c'est-à-dire qu'en fait, surtout dans le plan, il n'y a pas de différence. Pour des droites, on dit que les droites sont perpendiculaires. Des droites perpendiculaires, ok, dans le plan, ça veut dire qu'en gros, eh ben, c'est des droites séquentes qui se coupent en formant un angle droit. C'est ça c'est droite perpendiculaire. Quand on parle de vecteurs, des vecteurs, c'est-à-dire qui dirigent, finalement, qui ont des directions perpendiculaires, hein, par exemple ces deux vecteurs-là, le mot qu'on emploie, c'est le mot orthogonal. On dit que les vecteurs sont orthogonaux. Les vecteurs sont orthogonaux, mais les directions sont perpendiculaires. Okay, on dit pas que des vecteurs sont perpendiculaires, comme on ne dit pas pour ces droites-là que les droites sont orthogonales. Alors on pourrait se dire, ok, bon, il y a deux mots qui veulent dire la même chose, surtout que c'est les mêmes symboles. Vous avez vu que le symbole perpendiculaire orthogonal, on utilise le même, point de vue mathématique. Mais il y a une petite différence dans l'espace, quand on est en 3 dimensions, dans l'espace, on va définir des droites orthogonales. Alors, des droites orthogonales, je suis en train de réfléchir comment je peux vous l'expliquer. Là, c'est un peu souvent quand on fait de la géométrie en 3D, on est en classe, on va clairement se détacher du tableau souvent et vous montrer les choses physiquement, puisque l'espace de la classe peut devenir l'espace dans lequel on fait de la géométrie. Et donc là, quand on est sur du plan, c'est un peu plus dur. Alors, je peux essayer d'utiliser, je vais voir si je peux vous le montrer sur GeoGebra, puisqu'il y a un module espace dans GeoGebra. Je vais essayer de vous montrer ce que c'est que des droites orthogonales de l'espace, pour que vous voyez la différence avec des droites perpendiculaires, puisque c'est pas tout à fait la même chose. Donc, alors j'essaie de voir si ça... C'est un peu bizarre là ce qui se passe, parce que j'ai une espèce d'encadré là qui est pas tout à fait ce qu'on a d'habitude. C'est pas grave. Alors, allons-y. Regardez, je vais dans affichage ici, et là j'ai graphique 3D. Alors, quand je vais dans le graphique 3D, ça va me faire apparaître ici donc un repère de l'espace comme ceci en 3 dimensions. Ce repère, regardez, je peux le faire pivoter. Vous voyez, on voit les 3 axes du repère. Donc, par exemple, l'axe des abscisses en vert, l'axe des ordonnées en rouge, et puis l'axe des côtes, hein, qui est en bleu. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Chaque point est représenté par 3 coordonnées. Bref, faisons de la géométrie simple. Si je regarde la droite bleue et la droite verte, par exemple,
ce sont des droites qui sont bien perpendiculaires puisqu'elles se coupent. Regardez quand je les vois. Ce sont des droites qui se font séquentes. J'essaie de les mettre, voilà. C'est pas évident, ça bouge beaucoup. J'essaie de les remettre un peu, voilà. Bien, ma droite verte est là, ma droite bleue est là. Elles sont perpendiculaires. Elles se coupent en formant un angle droit. Et on va définir dans l'espace des droites orthogonales. Alors je vais essayer de vous en tracer une. Voyons voir dans l'espace. Je l'utilise un peu moins souvent, par exemple. Non, raté. J'ai besoin de définir peut-être un point ici. Et je vais faire. Voilà. Donc si par exemple, regardez, là je viens de dessiner dans l'espace une droite noire. Cette droite, vous êtes d'accord qu'elle est parallèle à la droite bleue, là par exemple, elles sont parallèles. Cette droite, est-ce qu'elle est perpendiculaire à la droite verte? Ben, la réponse c'est non, elle n'est pas perpendiculaire à la droite verte, parce que pour être perpendiculaire, il faut se couper. Or, vous voyez bien que là, dans l'espace, la droite noire et la droite verte, elles ont aucun point en commun. Et ben, par contre, regardez leurs directions. Leurs directions sont perpendiculaires, puisque la direction de la droite noire, c'est la même que la direction de la droite bleue, qui, elle, était perpendiculaire à la droite verte. Et ben, on dit que ces droites, la droite verte et la droite noire, on dit qu'elles sont orthogonales dans l'espace. Elles n'ont pas de point commun, mais elles ont des directions perpendiculaires. Alors, je dis elles n'ont pas de point commun, en fait, des droites perpendiculaires, qui ont donc un point commun, c'est un cas particulier de droite orthogonale. Mais dès que les directions sont perpendiculaires dans l'espace, on a ici des droites, donc on dit qu'elles sont orthogonales, pour différencier avec le fait que là, elles n'ont pas de point commun, contrairement aux droites perpendiculaires qui ont nécessairement un point commun. Est-ce que ça répond à ta question, Arthur? Hein? Mais ce qui est important, c'est de se dire que là, c'est de la géométrie en 3D, mais dans le plan, quand on est sur le plan, eh ben en fait, il n'y a que des droites perpendiculaires, puisque soit les droites, elles se coupent en angle droit et elles ont un point commun, soit elles n'ont pas de point commun, et dans ce cas-là, elles ne peuvent être que parallèles. Donc il n'y a plus d'angle droit. Bon, voilà. Alors ça dépasse notre programme de première, sachant qu'en plus, en terminale, vous n'avez pas de géométrie dans l'espace. Vous avez un programme où il y a très peu de géométrie, contrairement aux autres. Alors quand tu me dis il faut pas les mélanger, c'est que du vocabulaire. C'est vrai qu'en termes de vocabulaire, il faut que tu te dises que quand on parle de perpendiculaire, c'est pour les droites. Quand on parle d'orthogonale, c'est pour les vecteurs. Aussi pour les axes. Alors c'est ça qui est un peu subtil, c'est quand on est dans un repère, on dit que les axes sont orthogonaux, alors qu'on dit pas les axes sont perpendiculaires. Bon, ça fait partie du vocabulaire où des fois il y a des petites... voilà, mais on vous en tiendra pas vraiment rigueur si vous vous trompez. Bon, allez, on reprend. Donc on était à la question petit 3. Donc on a encore un produit scalaire, U et V à calculer. Donc allons-y. U scalaire V, c'est égal à racine carrée de 3 multiplié par moins 2 racine carrée de 2, plus 2 multiplié par racine carrée de 6. Alors ici, donc ça nous donne du moins 2 fois racine de 3 racine de 2, c'est-à-dire racine de 6. Et là, plus 2 racine de 6. Ça donne bien 0. Puisque le produit scalaire est nul, on en déduit que les vecteurs sont orthogonaux. Ok, donc, pour terminer, le petit 4. Donc, U scalaire V, c'est donc ici égal à moins racine carrée de 2 fois 3, moins 3 fois racine carrée de 2. Alors, on a l'impression que ça va donner 0, mais c'est pas le cas, puisque ça va donner moins 3 racine de 2, moins 3 racine de 2. Là, cette fois, ça donne moins 6 racine carrée de 2, qui est différent de 0. Et donc, les vecteurs U et V ne sont pas orthogonaux. On peut écrire ça, hein, le symbole orthogonal barré, comme quand on barre pour des droites parallèles, pour dire qu'elles ne sont pas parallèles. Donc, sinon, vous l'écrivez en toutes lettres. Voilà pour le petit. Donc ça, c'est le cas numéro 4.
Voilà pour le cas numéro 4 de cet exercice 44. On passe au 45. Alors là, un tout petit peu plus intéressant. Cette fois, vous voyez qu'il y a un petit inconnu dans les coordonnées de nos vecteurs. Et l'objectif, c'est de trouver la valeur de cet inconnu pour que les vecteurs U et V soient orthogonaux. Donc, puisqu'on a une inconnue, on sait qu'il faut former une équation. Mais une équation, c'est une égalité, il faut donc qu'on parte d'une égalité. Or, l'égalité va venir de la contrainte que l'on a sur les vecteurs. On veut que les vecteurs U et V soient orthogonaux. Donc ça, c'est notre contrainte. On part de cette contrainte-là, on dit que U et V sont orthogonaux si et seulement si. Et si et seulement si quoi? Ben évidemment, si et seulement si leur produit scalaire est égal à 0. On sait qu'il y a équivalence entre les deux. Or, ça tombe bien parce que ce produit scalaire égal 0, c'est une égalité. Et nous, on aimerait bien former une équation. Il ne faut jamais oublier, il faut toujours avoir en tête que quand vous avez une inconnue, vous essayez de former une équation, et une équation est une égalité. Donc, vous essayez de trouver une égalité qui va vous donner l'équation. Là, c'est pas encore une équation, c'est un produit scalaire égal à 0, mais qui va devenir une équation dès qu'on va passer donc à l'expression analytique du produit scalaire. Donc ça nous donne moins 5 fois x plus 6 fois 4 égale 0. Et ça y est, on a notre équation, qui est une petite équation ici du premier degré à une inconnue. On sait résoudre facilement depuis la fin du collège. Donc ça donne moins 5x est égal à moins 24, 6 fois 4, 24. Et donc, petit x, on isole x en divisant par moins 5, ça donne moins 24 divisé par moins 5. Et donc, ça donne 24 cinquièmes. 24 cinquièmes, si vous voulez en écriture décimale, c'est 4,8. C'est toujours très facile de diviser par 5 de tête. Vous multipliez par 2 et vous divisez par 10. Donc, 2 fois 24, 48, vous divisez par 10. 4,8, on en a déjà parlé. On n'oublie pas d'écrire l'ensemble solution. Non, pardon. C'était pas vraiment une équation à la base. L'équation, on l'a créée, mais c'était finalement ça. Les vecteurs sont orthogonaux si et seulement si x égale 24 cinquièmes. Il n'y a qu'une seule valeur pour x valable ici. N'écrivez un ensemble solution à la fin que si la question qui est posée, c'est de résoudre une équation. La question n'était pas posée, genre résoudre une équation, la question posée, c'était trouver la valeur de x pour que les vecteurs UV soient orthogonaux. La valeur de... Alors on pourrait écrire une phrase réponse en disant la valeur de x pour que U et V soient orthogonaux est 24 cinquièmes, mais on va dire que on a ici trouvé notre valeur. Petit 2. Donc, de la même manière, on veut que les vecteurs soient orthogonaux, donc si et seulement si le produit scalaire est égal à 0, si et seulement si, et on applique la formule du produit scalaire. Donc ça fait moins x fois 1, plus 3 fois, et attention là il faut penser à mettre des parenthèses, puisque c'est 3 fois toute la somme x plus 4. Donc à vous de mettre les parenthèses de priorité ici, égal à 0. Pour résoudre cette équation, on va développer le 3, donc ça va faire plus 3x plus 12. Si vous n'avez pas mis de parenthèse de priorité, vous n'allez pas y penser. Et ça va nous donner, en réduisant, 2x plus 12 égale 0. On résout en isolant x, donc ça fait 2x est égal à moins 12, si et seulement si. X égale moins 12 sur 2, si et seulement si. X égale moins 6. On a donc trouvé l'unique valeur possible pour petit x pour que les vecteurs soient orthogonaux. Voilà. Il ne faut pas les trouver de tête, il faut résoudre des équations. Petit 3, donc U sera orthogonal à V, si et seulement si, moins 3 fois 1, plus... Alors, tiens, c'est une bonne... je voulais vous en parler là. Il y a une vraie erreur d'écriture dans ce petit 45 là, donc je sais pas si dans votre livre vous aviez la même chose, j'ai pas vérifié. Des fois c'était... Mais là, il faut surtout pas écrire de égal. Pourquoi? Parce que l'égalité, c'est quand on a deux objets, on utilise quand c'est la même nature d'objet.
ça c'est un vecteur et ça c'est un couple de nombres. Donc on va pas mettre d'égalité entre un vecteur et un couple de nombres. C'est pour ça que la notation, c'est seulement d'écrire U, et on ouvre les parenthèses, on met les coordonnées, qui veut dire U a pour coordonnées, ou pour couple de coordonnées. Maintenant, c'est pas si grave que ça, cette petite écriture-là. Et il y a d'ailleurs, dans GeoGebra, quand vous voulez écrire les coordonnées d'un point ou d'un vecteur, il faut écrire l'égalité. Donc bon, c'est pas une erreur grave, mais dans le secondaire, on n'écrit pas du tout d'égalité entre les deux, normalement. Bon, ça nous donne donc moins 3 fois 1 plus 2 fois x égale 0, ce qui nous donne moins 3 plus 2x égale 0. Ça fait 2x est égal à 3. X est égal à 3 demi. Voilà la dernière. Ok, il y a une faute, Gabriel, merci. Bah, vous pouvez les barrer proprement sur votre manuel, les petits symboles égaux, puisqu'il n'y a pas de, on met pas d'égalité entre les vecteurs et les couples. Comme vous voyez, d'ailleurs, ça n'a pas été fait la question 1 et la question 2. Voilà. Alors, dans les exemples que je vous ai donnés, je reviens là, ces exemples-là, ils sont pas très durs. En fait, c'est plus pour en centrer sur la méthode. C'est en fait les équations qu'on a obtenues sont des équations simples, des équations de collège. Mais des fois, on obtient des équations du second degré, où il faut, pour résoudre, savoir manipuler les expressions du second degré. D'accord ? Bon. Ok. Alors, on passe au 47. Et dans c'est l'avant-dernier exercice, voilà. Alors dans ce cas, on nous dit, dans chacun des cas suivants, dire si la droite AB et la droite ABCD sont perpendiculaires ou non. Alors là, on a un vrai problème de géométrie. On a les coordonnées de 4 points. C'est pas la peine de faire un repère. C'est vraiment pas un exercice géométrique à faire et graphique. On vous demande de savoir, de pouvoir nous dire est-ce que les droites vont être perpendiculaires. Qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on sait que les droites AB et CD seront perpendiculaires si, regardez, là je fais par exemple mes deux droites là, donc je les mets n'importe où, donc je les place pas, AB, puis imaginez que ce soit CD. À quelles conditions on est sûr que on va avoir des droites perpendiculaires ? Eh bien si jamais le vecteur AB et le vecteur CD par exemple sont des vecteurs orthogonaux. Si ces deux vecteurs verts là sont des vecteurs orthogonaux, ça prouvera obligatoirement que les droites sont parallèles. Donc, et on a un outil très simple pour savoir si des vecteurs sont orthogonaux, c'est de calculer le produit scalaire des deux vecteurs. Donc, on peut commencer, si vous voulez, à calculer les coordonnées de AB, comme ça on les aura, et puis calculer les coordonnées de CD. On peut le faire dans cet ordre. Donc les coordonnées de AB, c'est xb moins xa, yb moins yh. Je les mets en colonne. Donc ça me donne les coordonnées de AB, et là je fais mes calculs. xb moins xa, c'est 2 moins 1, c'est égal à 1. Je le fais directement, d'accord ? Yb moins ya, 3 moins 1, c'est égal à 2. Donc là j'ai les coordonnées du vecteur AB. Vecteur CD, c'est donc xd moins xc, yd moins yc. Ce qui me donne que le vecteur CD a pour coordonnées xd moins xc, ça fait moins 2, moins 2, moins 4. Yd moins yc, 1 moins moins 1, 2. Ok, ça c'est la première étape, c'est de trouver les coordonnées donc de vos deux vecteurs. Et maintenant, calculons le produit scalaire. On sait que si ça fait 0, les droites seront perpendiculaires puisque les vecteurs sont orthogonaux. Donc, le produit scalaire, là, je vais directement appliquer, ça donne donc 1 fois moins 4 plus 2 fois 2. Moins 4 plus 4, 0. Conclusion, les vecteurs AB et CD sont orthogonaux. Conclusion, les droites AB et CD sont perpendiculaires. Alors c'est le même symbole, à l'écrit, vous avez vu, en écriture mathématique, on ne voit pas qu'on utilise deux mots différents, mais en fait, là, on a quand même utilisé le mot orthogonaux, et là, on a utilisé le mot perpendiculaire.
ce qui nous intéresse, c'est évidemment cette dernière réponse qui était que les droites seront nécessairement perpendiculaires. Donc le dessin que je vous ai fait, c'était juste pour vous illustrer le fait que si on avait les droites perpendiculaires, c'était équivalent à ce que les vecteurs soient orthogonaux. C'est pour ça qu'on calcule le produit scalaire. Mais on est d'accord que cette figure, vous ne l'avez pas au début, et que cette figure, c'est pas du tout... on s'appuie pas sur cette figure pour écrire ça. On écrit ça sans figure. On sait qu'on doit calculer le produit scalaire des deux vecteurs. Oui, c'est pas grave, mais c'est important de regarder vos erreurs et de comprendre où vous vous êtes trompé, d'accord, pour ces exercices. Se tromper, c'est naturel et c'est normal de faire des erreurs. L'important, c'est évidemment de ne pas rester sur ces erreurs et de comprendre ces erreurs. Une erreur, ce qu'on appelle une erreur d'inattention. Donc le 48. Alors le 48 pour terminer, donc on a 3 points de coordonnées. On nous demande de calculer le produit scalaire AB scalaire AC, de calculer 2 distances et d'en déduire la nature du triangle. Donc petit 1, calculons AB scalaire AC. C'est donc l'abscisse de AB, c'est-à-dire XB moins XA, fois XC moins XA, ça c'est le produit des deux abscisses des vecteurs. Pareil pour les ordonnées, YB moins YA, fois YC moins YA. Alors, XB moins XA, ça nous donne donc 4 moins 2. XC moins XA, c'est égal à 1 moins 2. YB moins YA, donc 2 moins 1. YC moins YA, 3 moins 1. On obtient donc 2 fois moins 1, plus 1 fois 2, moins 2, plus 2, 0. Ok, on a trouvé que le produit scalaire était égal à 0. Deuxième question, calculer AB. La distance AB et la distance AC. Alors là, pour calculer une distance, pas besoin d'être en première. On avait une formule déjà depuis la troisième et la seconde. C'est la racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré, qui vient du théorème de Pythagore. Donc, ça nous donne donc XB moins XA, ça donne donc 4 moins 2 au carré, YB moins YA, 2 moins 1 au carré. Ça nous donne racine carrée de 4 moins 2, c'est égal à 2, 2 au carré, c'est égal à 4, 2 moins 1, c'est égal à 1, 1 au carré, c'est égal à 1, 4 plus 1, 5. Racine carrée de 5. On doit calculer AC. Alors moi, je sais déjà, sans avoir fait l'exercice, qu'on doit trouver, puisque il demande d'en déduire la nature du triangle ABC. On imagine bien qu'il y a de grandes chances qu'on trouve la même chose. Donc, XC moins XA au carré, plus YC moins YA au carré, ça nous donne la racine carrée de... Alors, XC moins XA au carré, ça donne 1 moins 2 au carré. Donc, 1 moins 2 au carré, YC moins YA, 3 moins 1 au carré. Alors, calculons. 1 moins 2 au carré, c'est moins 1 au carré, ça fait 1. 3 moins 1, c'est égal à 2. 2 au carré, ça fait 4. 1 plus 4, c'est égal à 5. Ok. Petit 3, en déduire la nature du triangle ABC. Alors, la question 2, on a trouvé deux longueurs égales, donc on en déduit évidemment que le triangle est isocèle. Mais surtout que la question 1, on a trouvé que le produit scalaire est égal à 0. Donc on va commencer par ça, puisque le produit scalaire est égal à 0. Ça veut dire que les vecteurs AB et AC vont être orthogonaux, pas de problème. Si les vecteurs sont orthogonaux, ça veut dire que le triangle ABC
a un angle droit, c'est-à-dire qu'il est rectangle. Alors il est rectangle en quoi? Ben, vous voyez, il est rectangle en A, puisque c'est AB et AC qui sont orthogonaux. Rectangle en A. Mais puisqu'on a aussi que AB est égal à AC, or AB est égal à AC, donc c'est aussi un triangle isocèle. Et donc, conclusion, le triangle ABC, il est rectangle isocèle en A. Voilà pour cet exercice 48. Donc un peu du classique sur la géométrie où on utilise le produit scalaire pour trouver la nature d'un triangle. Hein, grâce au produit scalaire et à montrer qu'il fait 0, ça nous prouve qu'il y a un angle droit. Juste avec les coordonnées. Il faut savoir que ça, c'est un problème qu'on peut faire en seconde, mais qui est beaucoup plus long quand on n'a pas le produit scalaire. Enfin, qui est beaucoup plus long, j'exagère un tout petit peu, mais comment est-ce qu'on s'y prend en seconde pour faire ce travail-là? Et même, je vous dirais, au collège, en troisième, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On calcule les 3 longueurs, et pas seulement 2, et on utilise la réciproque du théorème de Pythagore. Et donc, voilà, c'est pas plus compliqué, mais ça demande d'utiliser un gros théorème au lieu de faire un petit calcul qui permet tout de suite d'avoir l'angle droit. D'accord? Donc, il faut avoir un peu conscience de tout ça. Bon, on va passer à la partie cours. On n'a pas pour très longtemps, hein, mais on va rajouter une dernière chose, un dernier paragraphe, et faire la petite démonstration de cette partie cours. Donc, c'est la dernière chose, je crois, qu'il nous reste à faire dans ce chapitre. Donc, chapitre 9, on revient. On en était resté, donc, au petit c, produit scalaire et coordonnées, et puis on avait fait des exemples d'utilisation du produit scalaire. Il nous reste, vous avez vu, qu'une seule chose, petit 3, formule d'Al-Kashi. Alors, d'abord, on se place dans un triangle ABC, ici, et l'idée, c'est qu'on va nommer les côtés. Donc, comment est-ce qu'on nomme un côté par une seule lettre, au lieu de l'appeler le côté BC, par exemple? On va l'appeler le côté petit a, ici. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en lettres minuscules, ça, c'est la lettre minuscule qui correspond au sommet opposé. Vous voyez que là, il y a le point A, donc ce côté-là s'appelle le petit a. Là, c'est le point B, donc on va nommer petit b le côté AC. Et puis là, on a le sommet C, donc le côté opposé, on va l'appeler petit c. Ça va nous permettre de simplifier un peu les écritures. Ici, on va l'appeler l'angle A. Au lieu de l'appeler l'angle BAC, on va utiliser qu'une lettre. Ça, ce sera l'angle C. Et ici, l'angle B. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que cette formule d'Al-Kashi, ou ce théorème d'Al-Kashi? D'abord, vous avez vu, il y a un petit mot sur Al-Kashi, c'était donc un mathématicien perse, et donc, en fait, il a énormément, donc il est connu pour sa formule, en tout cas, ce qui reste dans l'histoire, dans secondaire, c'est évidemment la formule d'Al-Kashi, qui est une formule particulière qui se passe qui font un lien entre les longueurs et les angles dans un triangle quelconque. Et vous allez voir que c'est plus fort que le théorème de Pythagore, puisque ça c'est en fait une forme plus généralisée du théorème de Pythagore. Alors, que nous dit la formule d'Al-Kashi? On va les écrire, et puis alors la démonstration, il y avait un exercice, mais je vais vous le faire comme cette démonstration. Ce théorème d'Al-Kashi nous dit que A au carré, c'est-à-dire cette longueur, ce côté au carré, petit a au carré, c'est égal à petit b au carré plus petit c au carré. Alors, si je m'arrêtais là, en fait, on reconnaîtrait une égalité de Pythagore, donc ce serait pour un triangle rectangle, mais dans le cas général, c'est a au carré, c'est égal à b au carré plus c au carré, moins 2bc, cosinus de l'angle A. C'est-à-dire que pour connaître le carré de cette longueur, c'est le carré de cette longueur-là, plus le carré de cette longueur-là, moins 2 fois cette longueur fois cette longueur, fois le cosinus de l'angle opposé. Et évidemment, comme il y a une symétrie dans ce triangle, en tout cas, on peut faire une rotation, ça marche pas que pour A, vous allez avoir 3 formules. Vous allez avoir b carré qui vaut a carré, plus c carré, moins 2ac
cosinus de l'angle B. Et la dernière, ce sera C carré égale B carré, A carré, on commence, on fait dans le même ordre, A carré plus B carré moins 2AB cosinus de l'angle C. Voilà. On va reparler évidemment de ce que racontent ces formules et pourquoi elles sont si importantes, mais en tout cas, l'objectif maintenant, ça va être de le démontrer. Alors, on va pas démontrer les trois, on va en démontrer qu'une seule. Donc, j'avais pas laissé trop de place ici, donc on va faire la démonstration du théorème d'Al-Kashi ici. Preuve. Ok. Donc, pour démontrer ce théorème, il faut qu'on travaille, ça vient du produit scalaire, et ça vient, sinon on ne ferait pas ça dans le chapitre, on va se servir du produit scalaire, et pour ça, on va commencer par observer quelque chose. Le vecteur BC, grâce à la relation de Schall, vous êtes d'accord qu'on peut le décomposer en vecteur BA plus vecteur AC. Vous savez, on peut faire intervenir n'importe quel point. Alors vous me l'écrivez, hein, cette démonstration en même temps, mais surtout vous écoutez, vous essayez de comprendre. Donc on peut faire apparaître n'importe quel point, en particulier le point A. Mais le vecteur plus AC, j'ai le droit de remplacer ce vecteur plus AC en disant que c'est l'opposé du vecteur CA. D'accord? BA plus AC, c'est égal à BA moins CA. Hein, chaque addition peut être vue comme une soustraction de l'opposé. C'est un peu comme si j'écrivais, si vous avez du mal avec ça, si j'écrivais que 4 plus 2, j'ai le droit d'écrire que c'est 4 moins 2. Oui, puisque là, j'ai transformé une soustraction, mais là, j'ai pas réécrit le même nombre, j'ai écrit l'opposé du nombre, l'opposé du vecteur. Bon, ça c'est la première chose. Vous allez voir qu'on va s'en servir. Juste une petite changement qui va, excusez-moi, il va falloir modifier un petit peu, sinon ça va nous gêner. Je les commute avant. Donc si je les commute, ça va faire AC plus BA. Vous savez que l'addition est commutative, donc on peut changer l'ordre. Et maintenant, je dis que cette somme-là, c'est AC moins AB, l'opposé de AB. Plus BA, je peux le remplacer par moins le vecteur AB, pour la même raison. Bien. Alors maintenant, allons-y. Partons on veut démontrer que A carré, c'est égal à B carré plus C carré moins 2BC cosinus de l'angle A. Donc partons de A au carré. A au carré, si vous regardez, petit a, c'est la longueur BC. Donc c'est la longueur BC qui est au carré. Alors la longueur BC au carré, il faut savoir que si vous calculez BC scalaire BC, c'est égal à la norme de BC fois la norme de BC fois le cosinus de l'angle qui est nul, de 0 ici, de BC, ça fait 1. Autrement dit, c'est BC fois BC, c'est-à-dire BC au carré. Donc BC au carré, c'est la même chose que BC scalaire BC. Et BC scalaire BC, ça s'écrit, et c'est vrai qu'on l'a pas trop fait avec vous, je l'ai beaucoup plus fait avec les premières générales, on peut l'écrire comme ça, le vecteur BC au carré, on appelle ça le carré scalaire de BC. Donc ce BC au carré, je vais dire que c'est le carré scalaire du vecteur BC. C'est comme si, puisque c'est un produit scalaire, hein, c'est BC scalaire BC, mais puisque c'est deux fois le même vecteur, on a le droit de l'écrire, on appelle ça le carré scalaire, on a le droit de l'écrire au carré. Bien. Donc ça, écrivez-le à droite, c'est l'explication pourquoi on peut passer de BC carré à carré scalaire du vecteur BC. Ici, je peux remplacer le vecteur BC maintenant par cette décomposition qu'on a faite. Donc je peux dire que c'est le vecteur AC moins le vecteur AB, et puis je mets au carré. Comme ça. Donc, vous vous rappelez qu'on avait dit que pour le produit scalaire, la distributivité était vraie.
le produit scalaire était distributif sur l'addition, comme la multiplication sur l'addition des nombres. Et donc ça veut dire que, je vous l'avais dit, ça veut dire que les identités remarquables, elles sont valables. Hein. Vous savez développer a moins b au carré, en disant que c'est a carré moins 2ab plus b carré. Bah en fait, vous savez développer vecteur u moins vecteur v au carré. Carré scalaire de u moins v. C'est le carré scalaire de u moins 2 fois u scalaire v plus le carré scalaire de v. Si ça, tout ça, ça vient de la distributivité. Donc ce qui est valable pour les nombres est valable encore pour les vecteurs. Et ici, regardez, on reconnaît ici une identité remarquable. Donc je vais la développer. Donc ça fait le carré scalaire de AC, ok, moins 2 fois AC scalaire AB, plus le carré scalaire de AB. Le carré scalaire de AB, on l'a vu ici tout à l'heure, le carré scalaire d'un vecteur, c'est en fait la longueur du vecteur, la norme du vecteur au carré. Donc ça, c'est en fait AC au carré. Le carré scalaire du vecteur AB, c'est aussi le carré de AB, donc c'est plus AB au carré. Et il me reste moins 2 AC scalaire AB. Bon. Donc ça donne AC au carré plus AB au carré moins 2 fois, et ce AC scalaire AB, eh ben on va utiliser la première définition du produit scalaire. Le fait que AC scalaire AB, vous vous rappelez, c'est AC fois AB fois le cosinus de l'angle, ACAB ou de l'angle BAC, on l'avait écrit comme ça. BAC dans notre écriture. Et ben si vous remplacez par les lettres minuscules, AC au carré, c'est petit b au carré, AB au carré, c'est petit c au carré, donc moins 2bc cosinus, et ça c'est l'angle A. On vient de démontrer la relation d'Al-Kashi, la première formule d'Al-Kashi, qui utilise, bon, je vais vite, hein, c'est pas un savoir-faire qui est indispensable pour vous, mais voyez que c'est normal qu'on mette ça dans le produit scalaire parce qu'on se sert du produit scalaire pour prouver cette formule-là. Or, cette formule, c'est ce qu'on appelle une relation métrique dans le triangle. C'est une relation entre les différentes mesures du triangle. C'est une relation entre les longueurs du triangle, les longueurs d'un triangle quelconque, et d'un des angles. Alors, si vous vous rappelez bien, je suis allé un peu vite sur la démonstration, ça vaudra le coup peut-être de la relire à tête reposée, mais si vous vous rappelez bien, si on réfléchit, le théorème de Pythagore, qui dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des autres côtés, c'était un truc du style a carré égale b carré plus c carré, ça c'était Pythagore. Ne l'écrivez pas, ce que j'écris là. Ce théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait c'est valable que dans un triangle rectangle, et il faisait le lien entre les trois longueurs du triangle. Les formules de trigonométrie, c'était valable aussi que dans un triangle rectangle, et ça faisait le lien entre les longueurs du triangle et puis un angle, hein, le cosinus de l'angle A, c'était le côté, c'était ici A sur B par exemple, enfin côté adjacent sur hypoténuse, etc. Le sinus, c'est côté opposé sur hypoténuse. Bref, ça mettait en relation un angle avec des longueurs. La relation d'Al-Kashi, la formule d'Al-Kashi, elle n'est pas valable que dans des triangles rectangles, elle est valable dans n'importe quel triangle. On n'a plus besoin qu'il soit rectangle pour trouver des relations entre les longueurs et les angles. Donc elle est beaucoup plus générale que le théorème de Pythagore ou que les formules de trigonométrie. Et bizarrement, vous avez vu, elle mélange un peu les deux. Il y a à la fois des relations avec des longueurs, et puis à la fois il y a aussi des cosinus, un cosinus qui intervient. Et on l'a vu dans le produit scalaire. Bon. Il nous reste peu de temps. Qu'est-ce qu'on va faire? On va évidemment faire un petit exemple d'application. On peut lire, et puis voilà, on aura quelques exercices d'entraînement, et puis ce sera terminé. Juste un petit mot quand même.
Donc, regardez, ce théorème, on vous dit, il porte le nom de théorème de Pythagore généralisé. Ou encore, on dit aussi la formule du cosinus ou la loi du cosinus, parce qu'il y a un cosinus qui intervient. Mais pourquoi théorème de Pythagore généralisé? Ben parce que, regardez, imaginez que on ait un triangle rectangle. Si je me place dans un triangle rectangle en A. Donc ABC. Et que j'applique la relation d'Al-Kashi. Donc ça va faire A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2BC, cosinus de l'angle A, mais l'angle A il fait 90 degrés ou pi sur 2 radians, 90 degrés. Que vaut le cosinus de 90 degrés? C'est comme le cosinus de pi sur 2. Donc là, rappelez-vous votre cercle trigo. Hein, on est plus à l'aise sur le cercle trigo maintenant. Même si la trigonométrie, ça fait quand même un petit moment qu'on n'en a pas vraiment refait. Vous vous rappelez que pi sur 2 radians ou 90 degrés, c'est que mon point M, il se trouve ici, hein, pour 90 degrés. Et le cosinus, c'est l'abscisse. Et l'abscisse, c'est évidemment 0. Donc ça vaut 0. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il reste que A au carré, c'est B au carré plus C au carré. Que A au carré, c'est B au carré plus C au carré. Le carré de ce côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. En fait, et ça, c'est le théorème de Pythagore. Donc, c'est comme si le théorème de Pythagore, ce n'était qu'un cas particulier du théorème d'Al-Kashi. C'est le cas, en fait, on pourrait n'apprendre que le théorème d'Al-Kashi, et puis, le jour où on a un triangle rectangle, on utilise le théorème d'Al-Kashi, et puis c'est comme utiliser le théorème de Pythagore dans un cas particulier. Et évidemment, le théorème de Pythagore, il n'y a pas de trigonométrie, donc on peut le faire au collège plus tôt. Et puis, il y a tellement de triangles rectangles dans les différentes configurations qu'on étudie que ça vaut le coup d'avoir une formule juste valable pour les triangles rectangles. Mais voilà, regardez bien, hein, c'est bien la formule d'Al-Kashi que j'ai appliquée et j'ai retrouvé le théorème de Pythagore. Bien, on va faire juste un petit exemple pour terminer. Qu'est-ce qu'on va vous demander? Des choses relativement simples. Donc, écrivez exemple. On se donne par exemple si je faisais, je vais prendre des coordonnées de points. B 1 0 C moins 4 2. Voilà. Alors qu'est-ce qui pourrait nous intéresser par exemple? Par exemple, je pourrais avoir envie de connaître quelle est la mesure, de calculer la mesure de l'angle BAC. Non, on va pas prendre celui-là, on va prendre un autre, de l'angle BCA. Ok. Que me dit le théorème d'Al-Kashi? Le théorème d'Al-Kashi, la relation d'Al-Kashi, me dit, donc je refais quand même un petit triangle rapide, hein. Le triangle d'Al-Kashi me dit que, donc je mets n'importe, voilà, ABC, peu importe, quelconque. Si c'est cet angle-là qui m'intéresse, je vais utiliser la relation d'Al-Kashi qui utilise cet angle. Or, c'est celle qui part du côté opposé. C'est-à-dire, AB au carré, c'est censé être égal à AC au carré plus BC au carré, moins 2 fois AC fois AB, fois BC, pardon, 2 fois les côtés, fois le cosinus de l'angle C. Voilà ce que nous dit le théorème d'Al-Kashi. Or ici, c'est l'angle C qui m'intéresse, hein, l'angle BCA c'est l'angle C, et vous voyez que j'ai besoin pour le connaître, de connaître toutes les longueurs. Si je connais AB, AC, BC, je pourrais isoler le cosinus de l'angle C et donc calculer l'angle C par exemple. Donc j'ai besoin des trois longueurs. Alors allons-y, calculons-les. J'ai même besoin de leur carré. Hein.
Enfin non, j'ai besoin des longueurs, on en a besoin ici. Donc, allons, calculons les 3 longueurs. J'ai ce qu'il faut puisque j'ai les coordonnées des points. Donc c'est xb moins xa. Je le fais directement. Donc ça fait 1 moins 2 au carré. Et yb moins ya, c'est égal à 0 moins 5 au carré. Ça nous donne 1 moins 2, c'est égal à 3. 3 au carré, c'est égal à 9. 5 au carré, c'est égal à 25. Et donc, on a 9 plus 25, c'est racine carrée de 34. Je garde des valeurs exactes. Ok, je calcule BC. Alors, BC, c'est racine carrée. Donc, c'est moins 4 moins 1, c'est moins 5 au carré. Et puis, 2 moins 0, plus 2 au carré. Ça nous donne donc 25 plus 4, racine carrée de 29. Et la dernière longueur, c'est AC est égal à racine carrée de moins 4 moins 2, c'est moins 4 plus 2, c'est-à-dire moins 2 au carré, c'est égal à 4, plus, et on a du 2 moins 5 moins 3 au carré, c'est égal à 9, c'est donc racine carrée de 13. Ok. Et donc avec ça, on doit pouvoir utiliser la relation d'Al-Kashi. AB au carré, c'est donc racine de 34 au carré est égal à AC au carré, racine de 13 au carré, plus BC au carré, racine de 29 au carré, moins 2 fois racine de 13 fois racine de 29 fois le cosinus de l'angle C. Vous voyez bien que dans cette égalité, la seule inconnue, c'est cosinus de l'angle C, donc c'est l'angle C. C'est ça qu'on cherche. Donc, ça on va l'isoler, évidemment, donc ça va faire 34. 34 est égal à 13, plus 29, moins... Alors, ça nous fait combien, ça 13 fois 29. 13 fois 29, on peut dire que ça fait du 30 fois 13 moins 13, donc ça fait du 390 moins 13, donc ça fait du 377. Donc ça fait du 2 fois racine de 377 si je me suis pas trompé. Recalculez-moi rapide à la calculatrice là, peut-être voilà. Et cosinus de l'angle C. Donc finalement, pour l'isoler, donc je vais faire 34 moins 13 moins 29 et je vais tout diviser ça par moins 2 racine de 377 qui doit être égal au cosinus de l'angle C. Et donc pour avoir, alors je peux effectuer mon calcul quand même du numérateur, 34 moins 13 ça nous fait du 21 et 21 moins 29 ça fait moins 8. Donc on a du moins 8 sur moins 2 racine, etc. Ça va nous donner du 4 sur racine de 377 qui est égal à cosinus de l'angle C. Je vais un peu vite, mais c'est pas très grave. Donc finalement, l'angle C, il vaut cosinus moins 1 de 4 sur racine de 377. Vous savez que vous avez sur vos calculatrices une touche de votre calculatrice qui vous permet de retrouver la valeur de l'angle quand vous connaissez la valeur du cosinus. Hein. On cherche évidemment un angle géométrique. Donc on utilise la calculatrice. Il faut vérifier qu'elle est bien en degrés si on veut l'angle en degrés. Donc dans Shift Setup, on vérifie ici que l'angle est bien en degrés. Et puis on va donc calculer le cos moins 1 de 4 sur racine de 77. Donc ça nous fait Shift cos, j'y suis pas. Donc Shift cos moins 1, et on a 4 sur racine carrée
de 377. L'angle fait environ 78 degrés. Donc on va écrire que c'est environ égal à 78 degrés. Bon, voilà une utilisation de la formule d'Al-Kashi, c'est quand on connaît les trois longueurs du triangle, on peut calculer n'importe quel angle du triangle. Oui, arc-cosinus, Arthur, tu as tout à fait raison. Le cos-1, c'est ce qui s'affiche, et d'ailleurs sur ta calculatrice, sur les calculatrices, il n'y a pas écrit cos-1, là il y a bien écrit ACS, qui veut dire arc-cosinus. Arc-cosinus étant le terme un peu plus, on va dire, commun de la fonction réciproque du cosinus, mais c'est vrai qu'il y a une formule générale qui dit que sous certaines propriétés, quand une fonction admet une fonction réciproque, on va la noter f-1, sa fonction réciproque. Et donc, puisque la cosinus sur un certain intervalle admet une fonction réciproque, on le note cos-1. Mais tu as raison que, historiquement, et même dans le supérieur, on utilise plutôt arc-cosinus que cette notation cos-1. Vous voyez que, mais la calculatrice, vous voyez qu'elle écrit cos-1. Bon. Voilà pour cette application. Donc, si vous connaissez un angle et deux longueurs, vous allez pouvoir calculer la troisième longueur. Si vous connaissez les trois longueurs, vous allez pouvoir calculer la mesure de l'angle. Et ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. On ne savait faire ça que quand on était dans des triangles rectangles. Mais à partir d'aujourd'hui, cette formule d'Al-Kashi vous permet de le faire dans n'importe quel triangle. Bon, vous n'avez pas beaucoup de géométrie pour vous dans votre programme, mais voilà, là c'est un petit peu de géométrie dans ce chapitre produit scalaire. Ok, alors on va s'arrêter là, on va seulement écrire le travail à faire donc pour mardi prochain. Donc pour mardi, on sera donc le 12 mai. Donc pour mardi 12 mai, vous avez... Alors, où est-ce que je les ai notés? Voilà. Donc, vous avez comme exercice à faire 3 exercices du livre sur la relation d'Al-Kashi, donc le 54, le 55, page 203, et le 76, page 205. Je vous envoie ça par mail, je vous récapitule ça par mail évidemment, avec la liste des élèves qui doivent me renvoyer un exercice d'ici lundi soir. D'accord? On fonctionne comme ça à chaque fois qu'il y aura des exercices. Bien. Des questions? C'était peut-être un peu rapide sur la fin, donc ça méritera peut-être ce week-end de relire un peu tout ça, voire de réécouter la vidéo si c'est nécessaire.